monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Je suis très contente de vous accueillir avec Anaïs, notre intervenante qui, en plus, est dans la même salle que moi. C'est assez, vous voyez, on a le même décor derrière nous, donc on peut vraiment pas faire semblant. Merci beaucoup Anaïs d'être là. Merci à toi, Annabelle. On est très très contente nous aussi. Pour commencer, j'aimerais bien juste vous dire quelques mots sur la façon dont Livestorm commence. Si vous n'êtes pas familière, vous pouvez pas allumer votre caméra, vous inquiétez pas, c'est pas vous qui juste n'avez pas trouvé le bouton. En revanche, ce moment qui va durer une demi-heure est vraiment pensé pour que vous puissiez poser absolument toutes les questions que vous avez sur ce sujet qui vous est remis à l'écran sur Coach vs Manager, les 4 clés pour embarquer ses équipes. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat qui est tout en bas à votre droite. Je vous laisse me confirmer aussi, comme ça fait un premier test sur le chat, si vous m'entendez bien, me voyez bien, bon, toutes les deux évidemment avec Anaïs, et voyez bien mon écran. Je vais passer juste un tout petit peu de temps parce que vous voyez que c'est un Lion Lunch qui a été organisé dans le cadre du Festival de l'Apprendre qui dure toute la semaine et qui est un festival qui met un petit peu à l'honneur toutes les nouvelles façons qu'on a d'apprendre et notamment ces nouvelles façons qui répondent à des nouveaux enjeux, celui du 21e siècle et de l'ère qu'on est en train de vivre, donc où tout se bouscule assez vite. Et donc, nous, on a organisé chez Maria Schools, qui est le campus dont Lyon fait partie justement, une série de webinars. Donc, ce mercredi, peut-être que vous étiez déjà là sur les façons de faire du gros un petit peu en 2024. Et aujourd'hui, on va attaquer ce sujet de manager, notamment sur une distinction qui est importante pour toi, Anaïs, sur quelles sont un petit peu les différences entre être coach et manager. Donc, qu'est-ce que ça implique en termes d'engagement de ces équipes? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dans la façon dont on pense leur développement? On va essayer de tout voir ensemble. Moi, aujourd'hui, là, pendant cette demi-heure, j'ai un peu le rôle de journaliste où, vous imaginez bien, comme d'habitude, j'ai prévu une petite série de questions pour qu'on puisse guider Anaïs sur ce sujet. Évidemment, posez toutes les questions que vous avez, comme ça, nous, on oriente aussi en fonction de vos enjeux. Lyon, une toute petite phrase, et si vous êtes intéressé, je vous mets aussi le site pour que vous puissiez voir un petit peu plus d'éléments sur cette école. Lyon décrypte à travers des webinaires comme celui-ci, des événements en présentiel et des formations surtout, les nouvelles façons qu'on a de travailler, les nouvelles façons qu'on a de s'engager avec ses équipes, de faire notre métier, de prendre en main des outils, avec cette idée que ce monde qui est en mouvement perpétuel, c'est pas quelque chose qui est forcément négatif pour notre carrière, au contraire, mais que ça demande quand même pas mal d'inspiration, de voir comment c'est fait ailleurs et comment, justement, en faisant intervenir des personnes comme Anaïs qui, du coup, sont là pour nous partager sa vision, aussi à l'aune de toutes ces expériences qu'on va revoir tous ensemble, nous dire comment est-ce qu'elle fait pour que vous puissiez, vous, tout prendre en main et surtout appliquer dans vos vies pro respectives. Pourquoi ce sujet? Je vous ai déjà parlé du Festival de l'Apprendre et d'un programme que vous connaissez peut-être. Je vois que dans les participants, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui ont fait déjà ce programme Team Leader. C'est un programme qui, comme son nom l'indique, vous accompagne, vous, personnes qui êtes déjà manager et qui voulez reformer, déformer, reformer vos façons de manager, ou peut-être que vous allez être manager et donc tous ces sujets de connaissance de soi, de connaissance de ses équipes, d'apprendre à lui donner un cadre, à booster la performance, voilà, comment donner des feedbacks, etc. C'est peut-être vos sujets et c'est tout un programme qu'on a co-construit avec des expertes. Je vous en dis pas trop une nouvelle fois. Par contre, si ça a fait écho à vos défis actuels, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qu'on vous a mis sur le chat et je vous enverrai aussi un lien vers la personne qui est pertinent sur ce sujet. Avec Anaïs, on s'est dit que c'était chouette de commencer aussi avec vous. Vous connaissez donc votre intervenante, moi. D'ailleurs, je ne suis pas Oriane, il y a juste un bug Livestorm qui ne me permet pas de mettre mon vrai prénom, qui est Annabelle. Je vous ai aussi présenté l'école, vous savez ce dont on va parler. Maintenant, c'est à vous. En utilisant ce chat, dites-nous si vous êtes déjà manager, est-ce que vous allez au contraire bientôt prendre un poste de manager?
et combien de personnes vous avez dans votre équipe si vous êtes déjà manager? Dites-nous. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont en train d'écrire. Pour rappel, pour les personnes qui se sont connectées peut-être un petit peu en retard sur Livestorm, pour échanger avec nous, c'est tout en bas à droite avec la petite bulle qui s'appelle chat. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous managez déjà ou est-ce que vous allez manager? Oui. Alors, Alaya, je deviens manager dans une semaine. Ok. Ça marche. Grande étape. Ouais. Eh bien, c'est trop bien. Ces webinaires arrivent un peu à pic pour toi, en tout cas. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Je veux quand même qu'on puisse, on puisse rentrer dans le vif du sujet. Continuez à faire vos petites présentations. Comme ça, ça nous nourrit aussi, moi dans les questions et Anaïs dans les réponses. Je commence avec la première question pour toi, Anaïs, qui est assez simple. C'est est-ce que dans toutes les expériences que tu as fait précédemment, tu étais manager et comment est-ce que tu as vécu tout ça? Les nombreuses expériences. Oui. Oui, ça fait un petit bout de temps maintenant. Donc moi, je suis là pour me présenter. Je suis Anaïs et j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai pas fait d'études et j'ai fait sport-études. Donc j'ai dansé plus que étudié. J'ai fait de la danse classique et je suis rentrée dans le monde du travail assez tôt parce que quand j'ai décidé d'arrêter la danse, j'avais une vingtaine d'années et pas envie de reprendre des études. Et donc, je me suis un peu jetée dans le monde du travail en rentrant par la porte d'abord de l'événementiel et puis au fur et à mesure, je suis arrivée dans les médias pour être aujourd'hui chez Maïté à Paris. Et donc, au démarrage, je n'avais pas du tout pour vocation d'être manager parce que, il fallait déjà que j'apprenne un métier, que j'apprenne à me connaître. Et puis, je suis assez rapidement devenue commerciale. Et en tant que commerciale, en fait, finalement, mon ambition, c'était d'aller chercher du chiffre et de transformer. Et j'avais un côté un peu plus peut-être solo et pas besoin de collaborer. Et finalement, mon envie de manager, elle est arrivée, comme je pense que ça arrive à plusieurs personnes, à mon retour de mon premier congé mat. J'avais une trentaine d'années. Et quand je suis revenue dans la boîte où j'étais, donc à l'époque, j'étais déjà chez Maïté à Paris. Entre-temps, j'ai eu d'autres expériences, mais peut-être on aura l'occasion d'en parler. Je suis revenue et là, pour la première fois, je me suis dit, mais en fait, je reviens pour faire la même chose, mais finalement, je suis plus forcément un peu la même et j'ai envie de transmettre. En fait, j'ai envie de donner, j'ai aussi envie de transmettre ce que j'ai appris et d'être plus dans l'échange que c'est avant mon congé mat où j'étais vraiment solo. Quoi. Donc, à partir de ça, donc ça va faire 12 ans, parce que c'était 2012, nous sommes en 2024, j'ai commencé à manager et j'ai pris, voilà, je me suis découverte en tant que manager et justement cette notion qu'on creusera plus de manager versus coach, c'est des notions que je l'ai appris un peu sur le terrain toute seule, puis j'ai eu l'occasion aussi de me former à cette notion un peu de comment tu passes de manager à coach et ça a été un peu une révélation pour moi qui faisait aussi un vrai pont avec ce que moi, mon éducation finalement scolaire, où j'ai été formée par des professeurs de danse, autant que j'ai été formée par des profs d'école, mais finalement les professeurs de danse ont vraiment cette notion de manager coach, beaucoup plus qu'un prof d'école qui est là pour enseigner un savoir. Un prof de danse, comme n'importe quel prof de sport, est là plus pour comprendre la personne qui est en face et le faire grandir. Et je pense que moi, dans ma façon de manager, instinctivement, j'avais déjà ça en moi comme référence. Et donc, si on s'essayait à une définition un peu, tu vois, telle qu'on pourrait l'avoir dans les livres, de ce que c'est une manager, qu'est-ce que tu dirais? Si vraiment on s'attache à juste manager et ensuite on glissera vers coach, comme ça on en comprendra mieux un peu les distinctions. En fait, manager. Alors que dans le. Enfin, non, si vraiment on doit poser la définition de. Je ne vous entends plus. Ah. C'est bon, je suis revenue. Ah oui, parce que j'ai pas mon micro. C'est ça. Okay. C'est bon. Pardon. On a été coupé. Donc, pour revenir sur la définition de manager, en fait, je pense que dans l'image qu'on a, le côté manager, c'est vraiment
on tient les manettes, c'est moi qui tiens les manettes et je donne un peu des directives à mon équipe. Ok. Et je pense que c'est aussi ce qu'on apprend à l'école. Et quand tu deviens manager, tu as un peu cette envie de c'est moi qui vais un peu piloter l'équipe. Ok. Et donc, ça veut dire peut-être plus dirigeant que leader. En fait, moi, c'est vraiment ce que je mets dans mon manager. D'accord, ok. Donc, ce truc de pilotage, de donner un cadre, etc. Les objectifs. Ouais, ok. Driver la performance, etc. Que du coup, tu trouves évidemment qui est important, et même dans cette notion de coach, enfin, l'idée, c'est pas du tout. Voilà, il y a ça aussi. Mais que du coup, dans le coach, ce que je comprends, c'est cette approche un peu individuelle du collectif. Et du coup, qu'est-ce que tu as comme un peu conseil assez, tu vois, peut-être pratico-pratique pour te dire que en fait, si je manage une personne, c'est quand même différent d'une équipe. Et du coup, comment tu fais pour quand même avoir cette approche un peu individuelle, tu sais, de toutes les personnes que tu as avec toi? Je pense que ça passe par passer du temps à essayer de comprendre la personne qu'on a en face. Et je vais refaire le parallèle avec la danse. Finalement, quand tu as en face de toi un élève, ouais. Pour le faire grandir et pour le corriger, lui donner la possibilité d'évoluer, il faut que tu connaisses ses forces et ses faiblesses. Et en fait, je pense qu'en management, c'est un peu pareil. C'est prendre le temps de comprendre et de connaître la personne qui est en face de toi et savoir aussi c'est quoi son moteur. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir envie de se dépasser. Moi, j'aime aussi beaucoup une image de se dire, souvent un manager, il pense qu'il est bon quand il est là pour rattraper tous les problèmes que son manager rencontre. Donc, j'ai un blocage là, du coup, j'ai trouvé la solution et tout. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que le manager, c'est celui qui doit être au-dessus et qui doit donner la directive. Et c'est pas lui qui doit trouver des solutions. Ok, c'est vraiment plutôt celui qui doit un peu te donner l'envie de te dépasser et de t'accompagner à trouver des solutions, mais tout seul par toi-même. Ok. C'est comme ça aussi que tu progresses. Ok, il y a deux idées dans ce que tu viens de dire. Si je reviens sur le côté du coach qui essaie de comprendre le moteur, force, faiblesse, qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place ou tester avec tes équipes, justement, qui te permet, est-ce que c'est, tu vois, des conversations tout simplement? Est-ce que c'est des espèces de, tu sais, chez nous, enfin, chez Maria, t'en as fait l'expérience, mais on proposait de remplir un user team guide où, du coup, chaque personne, quand elle vient d'arriver chez Maria, chez Lyon, remplit plein de questions sur lui ou elle, donc sur de sa façon de travailler, à des trucs qui sont plus perso, sur qu'est-ce qui te drive un peu dans la vie. Est-ce que ça, tu as pu tester et approuver? Qu'est-ce que tu mets d'autre en place? Alors, moi, je pense que déjà, j'ai des one-one, donc de ce que tu t'accordes du temps. Et dans ces one-one, ce n'est pas des one-one qui doivent être que opérationnels, c'est aussi des one-one où tu peux vraiment parler de toi, de ce qui te stimule. Et dans ces one-one, c'est aussi questionner. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu te vois? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? En sachant qu'évidemment, dans son boulot, on ne fait pas que ce qu'on aime faire, mais en tout cas, moi, je vais essayer après, une fois que j'aurai compris ce qui le stimule, c'est d'accentuer ses objectifs pour qu'il ait plus d'opérations, de missions sur ce qui le stimule que de missions sur ce qui le freine. Et après, il y a des choses qui fonctionnent aussi très bien. Je trouve que c'est tous les tests de personnalité, type Ennéagramme, je trouve, ou après, il y a aussi le test de personnalité des couleurs. Et, le disque, non, je sais plus si ça alors, les couleurs, c'est t'as 4 couleurs. Ok. Et t'as donc, moi, celui que j'ai fait, c'est vert, bleu, rouge, jaune. Okay. Donc, le rouge, c'est celui qui est plutôt directif. Le jaune, c'est le communicant en leadership. Vert, c'est empathique. Et bleu, c'est opérationnel. C'est vraiment gestion. Donc, en fait, quand tu as la personne en face de toi, déjà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, quand tu as l'opportunité de manager plusieurs personnes, c'est de réussir à avoir toutes les couleurs. Et de dire qu'en fait, tu n'as pas que des personnalités qui se ressemblent et qui ont une même façon de travailler. Et puis voilà, après, c'est vraiment prendre le temps de questionner et d'utiliser ces one-one comme un vrai moment d'échange pour apprendre à se connaître et après de donner des directives en fonction. Okay. Et je pense qu'il y a aussi alors c'est pareil, je ne sais pas si c'est très concret, mais on parle souvent de faire sortir de sa zone de confort. Moi, j'essaie tout le temps de me dire qu'il y a un moment où j'amène la personne que j'ai en face de moi hors de sa zone de confort. Et intuitivement, il faut savoir en fait bien doser pour se dire, il y a sortir de sa zone de confort et mettre en danger la personne. Et en fait, c'est vraiment aussi, et ça pour moi, c'est un peu de l'intelligence émotionnelle et d'être capable de capter la personne et de sentir que quand tu lui proposes un nouveau challenge,
est-ce que tu la sens inquiète parce que justement elle est hors de sa zone de confort, mais en même temps stimulée, ou est-ce qu'à l'inverse, tu te dis là en fait je la sens paniquée, elle frise quoi. Okay. Je m'impose vraiment de mettre un peu au défi les personnes que je manage, parce que je sais l'effet que ça peut faire. En général, quand on te met sur une mission qui peut te faire un peu peur ou qui te semble trop grande pour toi, le jour où tu l'as accompli, t'as gagné, t'as gagné en progression, enfin, t'as progressé énormément. Parce que du coup, toi, ta vision de l'accompagnement et même de toi, j'imagine aussi, c'est que c'est pas on fait un peu un pas de côté, on est dans une espèce de zone qui est un peu moins confortable, qu'on en fait va grandir en tant que personne et collaborateur, collaboratrice. Je pense qu'il faut un bon dosage en fait. Après, tu as certaines personnes qui aiment beaucoup être hors de leur zone de confort et vraiment pas passer du temps dans leur zone. Mais je pense que c'est un dosage. En fait, il faut se dire que tu as certaines personnes, il faut qu'ils soient 80% dans leur zone de confort parce qu'ils sont bons, ils maîtrisent et ils déroulent. Et tu mets un 20% allez, je me mets un peu en danger, je suis là pour le cadrer s'il y a besoin, mais je vais le mettre un peu en danger. Et puis tu as d'autres personnes qui ont besoin d'être challengées et en fait tu rééquilibres en disant je vais faire sur un 40-60 et je vais essayer de le stimuler parce que tu as certaines personnes qui ont besoin d'être en perpétuel challenge pour se sentir progresser. Carrément. Et d'autres qui en ont besoin. Et si on essaie de, tu vois, voir en fait cette dimension de coach qui quand même, j'ai l'impression, diffère vachement du manager dans la posture qu'on a finalement avec ses équipes. Si on reste sur vraiment le rapport du coup du manager avec ses équipes, comment est-ce qu'on gère, tu vois, ces notions de, donc j'ai bien compris l'importance d'apprendre à les connaître, etc., notamment avec des one-on-one, qui soient pas seulement ops, etc. 360, ouais. Les 360, c'est des formats aussi qui sont assez intéressants où on invite les collaborateurs de l'entreprise à remplir un questionnaire sur ses collègues, sur son collègue. Et le manager va récupérer les infos, en fait, la data, et tous les questionnaires. Et je pense que c'est aussi intéressant parce qu'il y a la relation que tu vas tisser en one-one, la connaissance que tu penses développer dans ces one-one, mais je pense que c'est aussi important de comprendre comment la personne est avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Donc le 360, il a un effet positif parce qu'il te permet d'avoir aussi une vision tout autre de la personne. Ok, c'est une très bonne idée. Et en plus, du coup, ça colle avec effectivement ce truc important sur le développement des collaborateurs, etc. Je voulais aborder un autre point qui est celui de, tu vois, quand on est manager, on doit souvent gérer l'engagement de ses équipes et tu vois les niveaux de motivation, etc. Tu vois, quand toi tu as des réflexions sur justement cette posture de coach, comment est-ce que tu as des petits tips ou même des petites histoires autour de ça, comment tu fais pour engager quelqu'un qui peut-être décroche un peu ou au contraire assurer, tu vois, sur le temps aussi l'engagement de tes équipes? Alors, je ne sais pas si j'ai des exemples très concrets, mais déjà cette notion de challenger la personne, ça stimule l'engagement. Parce que quand la personne, elle se sent challengée, elle est forcément beaucoup plus engagée. Après, je pense que c'est aussi parler de quête de sens et de se dire que chaque personne qui arrive dans une boîte ou à qui on donne des objectifs, c'est de donner du sens derrière chacun des objectifs. C'est clair. Moi aussi, ce que je trouve important, c'est que souvent on donne des objectifs à une personne, à un individu, en lui disant ça c'est toi, c'est tes objectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de lui montrer à quoi correspondent ces objectifs. Ouais, je vois. Plus globalement. Plus globalement dans l'entreprise. Je passe aussi beaucoup de temps, je trouve que toutes les réunions d'équipe qui sont des réunions où on partage un peu ce qui s'est passé dans la semaine et on partage un peu les highlights ou les fiertés ou même les loses des différents pôles. C'est des moments où, tu valorises tes collaborateurs et je pense que la valorisation, c'est indispensable et c'est pas une fausse valorisation, quoi. C'est vraiment une valorisation, c'est de prendre le temps de revenir sur une action qui a été menée par quelqu'un et de valoriser cette action-là et d'en parler, de parler des projets des uns des autres. Et ça permet aussi aux collaborateurs de sentir qu'ils sont dans un écosystème et de comprendre l'écosystème dans lequel ils évoluent.
je refais le parallèle avec la danse parce que sinon c'est pas drôle et ça ne ressemble pas. Mais quand on danse, en général, on passe beaucoup de temps à regarder ses collègues, enfin, ses camarades de danse. Pourquoi? Parce que déjà, on fait des spectacles, et quand on fait des spectacles, on ne danse pas tous tout le long du spectacle. Donc, tu es dans la coulisse et tu vas regarder les autres danser. Et donc, ça veut dire que tu comprends la globalité du spectacle. Dans quoi ça s'intègre. Tu sais dans quoi ça s'intègre. Et tu sais, toi, le rôle que tu joues dans le spectacle. Et bien, en fait, les entreprises, pour moi, c'est pareil. Un collaborateur, il a un rôle à jouer, mais finalement, il est dans un spectacle, enfin, dans une entreprise qui joue un autre rôle. Et donc, prendre le temps aussi de regarder et d'inviter mes collaborateurs à regarder le travail de leurs collègues, de leurs voisins ou de leurs homologues, c'est aussi leur faire prendre conscience de quel rôle ils doivent jouer et comment ils peuvent avancer. Donc, pour revenir sur ta question de comment est-ce que tu mobilises les gens et tu fais en sorte qu'ils soient tous vraiment tout le temps à fond, et ben c'est ça, c'est de leur donner une vision sur leur rôle dans un écosystème un peu plus global. C'est hyper intéressant et tu as commencé à aborder un point et peut-être qu'on peut un peu s'y pencher sur la valorisation et tu sais, la reconnaissance qui, je trouve, est clé. Et tu vois, ça me répond même à mes sujets d'engagement et effectivement de conscience qu'on fait partie d'un ensemble qui nous dépasse un peu. Est-ce que tu as c'est quoi ton rapport à la reconnaissance de tes équipes? Comment est-ce que tu les valorises un peu au quotidien, enfin, quand il faut? Tu vois, est-ce que tu as des petites billes de réflexion là-dessus? Je pense que c'est rituel. Donc moi, bon, déjà, tu as pas mal. Chaque boîte, c'est bon, je suis connectée, moi. Chaque boîte, en fait, a un peu son outil différent. Il y en a qui vont utiliser Slack, d'autres qui vont utiliser Google Chat et tout. Déjà, ça, pour moi, c'est un énorme moyen de pouvoir valoriser les équipes. Parce qu'en fait, c'est pas le tout de valoriser une personne en one-one et de lui dire bravo pour ce travail que tu as accompli. C'est aussi important de valoriser auprès de ses collègues. Et donc, ça passe par mettre en avant les actions qui ont été menées, les bons résultats sur l'échelle. Là, chez My Little Paris. Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Je disais là, chez My Little Paris, ce que j'ai mis en place, c'est des réunions hebdomadaires dans lesquelles, ce qu'on appelle le starter, dans lequel je reviens sur les réalisations de toutes les équipes. Et donc, c'est une façon, en fait, de commencer la semaine en disant, voilà, on partage les chiffres, on partage les bonnes nouvelles, on partage je sais pas, les posts ou les vidéos qui ont bien fonctionné. Et ça aussi, je trouve que c'est montrer que finalement, la boîte, elle peut être un succès grâce à chaque action de chaque collaborateur. Et ça aussi, je pense que c'est important, c'est de se dire que c'est de rappeler à tes collègues qu'il n'y a pas un poste plus important que l'autre ou un rôle plus important que l'autre, que chaque personne dans l'entreprise est importante. Peu importe qu'elle vienne d'arriver ou qu'elle soit là depuis des années. Et donc, le manager doit prendre autant d'attention à écouter une personne qui viendrait d'arriver, même en stage pour 6 mois, qu'à écouter, à valoriser quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui pilote une équipe. Qu'est-ce que dans ta posture, et peut-être, j'imagine aussi que si tu as décidé de te former sur ce sujet justement de coach, c'est qu'il y avait un truc peut-être en toi où tu sentais qu'effectivement il y avait besoin d'aller un peu plus loin que juste un rôle de manager. Qu'est-ce que tu as découvert d'autre dans ta formation et qui est peut-être un peu, peut-être pas contre-courant, mais en tout cas qui a été un peu changeant pour toi dans ta façon de t'adresser, de mener les équipes, de les motiver, de les embarquer? On a pas mal parlé du développement, de la reconnaissance, du pilotage de leur performance. Qu'est-ce qui a été changeant aussi pour toi? Je crois que ce qui m'a le plus marqué quand j'ai fait cette formation, alors c'est une formation qui m'a été proposée, donc c'était pas moi qui en étais à l'initiative, mais ce dont je me souviens le plus, c'est tous les exercices qu'on a fait pour apprendre à ne pas répondre aux questions. Et ça, je trouve c'est hyper dur parce qu'en fait,
toute ta vie, quand on te pose une question, ton réflexe, c'est de répondre à la question. Donc, j'ai tel problème. Voilà, enfin, finalement, quand on te pose une question, on te demande de trouver une réponse et de solutionner le problème. Et le manager coach, il ne doit jamais donner de réponse. En fait, il doit reposer la question, renvoyer la question, dans le but que la personne en face trouve la réponse toute seule. L'objectif de ça, c'est de faire grandir, en fait, de faire grandir la personne et de te dire, si demain, je ne suis pas là et que je ne peux pas répondre à ta question, comment est-ce que tu arrives à trouver? Et aussi, extrêmement valorisant pour la personne parce que finalement, il n'aura pas le sentiment que c'est son manager qui va trouver la solution, mais que c'est lui-même qui a trouvé la solution. Donc, pas toujours évident, forcément, à appliquer, mais en tout cas, moi, de cette formation, je pense que c'est ce que j'ai retenu vraiment le plus et qui a été un vrai élément déclencheur dans ma tête pour me dire, un manager, il est pas juste là pour trouver des solutions. Il a un autre rôle à jouer qui est celui de faire grandir et de donner envie à la personne qui travaille de se dépasser et de s'épanouir dans ce qu'il fait. Et pour se dépasser et s'épanouir, bah, c'est à lui de trouver les solutions à ses problèmes. Parce que forcément, quand c'est toi qui trouves la solution, c'est beaucoup plus valorisant pour toi, tu te sens beaucoup plus fort, quoi. C'est clair. Et tu vois, de tout ça, de ce que je comprends de cette posture de coach, c'est que ça demande quand même une approche qui est pas mal individualisée, tu vois, en fonction de la personne que tu as face à toi. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont un peu des impondérables pour toi et qui, du coup, tu vois, que tu fais toujours, peu importe la personnalité que tu as face à toi, tu vois, ce truc de, par exemple, apprendre à pas répondre aux questions, de développement, évidemment, du coup, les one-on-one que tu organises, etc. Mais tu vois, à quel point est-ce que tu peux aussi personnaliser ton approche, tu vois? Ça, en fait, pour moi, il n'y a pas de technique. Je parlais d'intelligence émotionnelle, mais je pense que c'est beaucoup ça. C'est en fait vraiment développer cette écoute active et attentive de la personne qui est en face. Donc, j'ai pas plus de conseils. Après, il y a un autre point, je pense, qui est important dans le manager, c'est pas le tout de la relation du one-one, c'est aussi la relation du collectif et de développer en fait en chaque collaborateur une compréhension du travail de l'autre et l'empathie. Alors il y a un truc aussi que je fais beaucoup, par exemple pour débloquer des tensions qu'il pourrait y avoir en interne, parce qu'il y a quand même un point important, enfin en tout cas moi que j'ai constaté dans toutes mes expériences de management, c'est que les problèmes que les gens rencontrent sont très régulièrement liés à de l'interne. C'est rarement lié à de l'externe. Donc, c'est, je sais pas, tel outil, il fonctionne pas, mais donc c'est quelqu'un en interne qui doit bosser dessus. Enfin, il y a quand même pas mal de problématiques qui sont souvent liées à de l'interne. Et moi, j'aime bien revenir sur des situations et forcer la personne, en fait, aider la personne à se mettre à la place de l'autre. Donc, développer l'empathie en chacun de nous et surtout créer des espaces de conversation. Et que quand je sens qu'il y a une tension entre deux personnes dans une équipe, c'est de les inviter à discuter avec une technique aussi que j'ai appris qui est de communication non violente. Donc, comment est-ce qu'en fait, quand tu as une friction, quand il y a un conflit, tu peux exprimer et revenir sur ce conflit sans accuser ou sans reprocher à la personne qui est en face de toi la situation, mais plutôt en exprimant ce que toi tu ressens. Qu'est-ce que moi j'ai ressenti quand tu as écrit ça ou quand tu as fait telle action et ça désamorce complètement, je trouve, les tensions. Donc voilà, ça aussi, je me suis formée à ça. Alors, pas du tout en pro, c'était de la communication non violente en tant que parent, donc c'était plutôt, voilà, mais qui m'a été très utile en tant que manager, moi en tant que parent, mais voilà. Mais c'est apprendre aussi à trouver les bons mots, à aussi expliquer aux gens avec qui je travaille l'impact que peuvent avoir les mots. Et donc, moi, j'aime bien parfois revenir sur des situations et lui dire, mais qu'est-ce que tu as écrit exactement? Regarde, mets-toi à la place de l'autre. Si toi, tu avais reçu ce message, comment est-ce que tu l'aurais perçu? Et en fait, quand tu les fais se mettre à la place de l'autre, d'un coup, ça désamorce quelque chose qui fait qu'après, ils peuvent aller discuter. Et on discute et on débloque des choses. Et ça, je pense que c'est indispensable si tu veux accompagner et faire grandir ton équipe. C'est pas le tout d'avoir un collaborateur
épanoui, qui se sent challengé, qui se sent boosté dans un écosystème où il a compris quel rôle il jouait. Il y a aussi la collaboration entre les équipes qui est clé. Et pour moi, le coach, il a ce rôle à jouer aussi entre les individus. Oui, de désamorçage et effectivement ce que tu disais en fait quasi au tout début du webinaire d'intelligence émotionnelle. Ouais. C'est qu'on peut remettre en question des choses mais pas trop le ressenti des gens. Ouais. Et du coup de rappeler, ok, du coup ça c'est un rôle de coach. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On arrive déjà presque à la fin des 30 minutes de webinaire. Moi, j'avais quand même une question. C'est déjà super éclairant, merci beaucoup pour tous ces exemples. Si tu devais résumer en 3 mots, si tu y arrives, ce que c'est qu'un ou une bonne coach, qu'est-ce que tu dirais? Pour confiance, déjà. Pour moi, je pense que c'est le premier mot. L'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, le management, le coaching, c'est qu'une histoire d'humain. Il n'y a rien d'autre que de l'humain. Je ne saurais pas le dire en un mot, mais le manager, enfin le coach, c'est celui qui, quand il voit ses équipes réussir, c'est sa satisfaction. Moi, ce qu'il y a de plus gratifiant, c'est quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant mais qu'il est fier de lui. Ok, je vois. Et ça, je pense que c'est à nouveau... tu vois, un coach sportif, quand il t'explique 50 fois comment faire le mouvement et qu'il te voit réussir le mouvement, il a ce truc de « c'est ça, tu as réussi ». Oui, ok, leur performance, voilà, leur performance, c'est ma performance. Okay. Et voilà, et je pense que ça, c'est vraiment En tout cas, moi, c'est ce qui me satisfait le plus, c'est quand j'ai senti qu'ils sont fiers de leurs propres résultats et voilà, et qu'ils ont finalement... Ils ont été là où ils ne pensaient pas pouvoir aller. Oui, ok, je vois. Okay. Oui, quand tu as en fait participé, même juste en tant que personne parfois, c'est la petite step supérieure. Okay. Et tu peux aussi manager, je pense qu'il y a un point qui est important qu'on n'a pas forcément abordé, c'est que tu peux manager aussi quelqu'un qui ne fait pas ton métier. Moi, j'adore manager des gens dont je ne comprends pas du tout le métier. Et je suis évidemment bien moins compétente qu'eux. Donc, par exemple, manager quelqu'un à la technique, bah, concrètement, je ne serais incapable de faire le job qu'il fait. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, chez Magnital Paris, manager des journalistes, manager du planning stratégique, je manage des gens qui sont extrêmement doués dans leur métier et je suis incapable de faire ce qu'ils font. Oui, ok, je vois. Mais je vais réussir justement à les challenger dans leur métier. Mais tu n'as pas besoin d'avoir les compétences métier pour manager. On aurait pu en plus, je pense, mais c'est trop bien de l'avoir abordé à la fin, c'est un très très bon point. Et Agnès, j'ai l'impression que tu passes quand même pas mal de temps à te poser des questions sur tes pratiques. Bon, là en l'occurrence, c'est une initiative qui venait de la boîte, mais du coup de te former sur coach, que tu as fait aussi en perso, etc. Mais comment est-ce que tu fais toi pour te renouveler? Est-ce que tu écoutes des trucs, des podcasts? Est-ce que tu fais de la veille? Alors, j'écoute beaucoup de podcasts, mais en fait, je me nourris surtout des gens que je rencontre. Okay. Alors, moi, j'ai aussi un background très business, donc beaucoup de rendez-vous clients. D'accord. J'ai un background pas d'études. Okay. Donc, le fait que tu n'aies pas d'études, il y a un côté aussi... en fait, tu as deux options. Quand tu arrives dans un métier, dans une boîte, et que tu n'as pas d'études, donc tu n'as pas de background, c'est soit tu poses 1000 questions, parce que ce n'était pas moi, soit tu écoutes et tu fais des connexions dans ta tête et tu comprends les choses. Voilà, il y a des mots, par exemple, qui vont être employés dans l'entreprise. Si tu n'as pas envie de poser la question de savoir ça veut dire quoi, eh ben, soit tu vas chercher sur Internet, ou ChatGPT aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas. Soit c'est ton cerveau qui est en permanence en train de réfléchir. Tu te dis, attends, ça fait 3 fois qu'ils emploient ce mot, c'est plutôt l'équipe technique qui l'emploie, ou c'est plutôt l'équipe pédago qui l'emploie. Bon, peut-être que ça doit vouloir dire ça. Et en fait, je pense que je me nourris énormément de tout ce que j'entends en permanence. Donc, des gens qui m'entourent. Et après, j'écoute des podcasts beaucoup, je lis, mais je me dis que c'est plus tout ce que j'entends et ce que je vois. Et j'ai l'opportunité de rencontrer plein de monde parce que
Quand tu es commercial, bah forcément, tu rencontres tes clients, des clients dans des secteurs divers et variés. Et j'ai eu la chance aussi, dans mon expérience qui a précédé My Little, où j'étais à la direction de Les Éclaireuses, de rencontrer énormément d'entrepreneurs. Beaucoup de femmes. Je fais beaucoup de dîners, beaucoup de sorties. Enfin, je m'impose aussi d'aller à des événements. Même seule, donc exercice hyper difficile, hein. Je suis pas seule dans un événement, mais d'aller au contact des gens et rencontrer des gens. Donc voilà. Oui, et la rencontre. C'est trop bien comme conseil, je trouve, même quand on arrive dans une entreprise, d'être un peu fonctionne un peu en mode éponge et de se dire, ok, j'essaie de tout prendre et ensuite je digère, voilà, on pourra après. Je trouve que c'est une approche qui est disons que c'est une approche intellectuelle où c'est toi qui vas chercher la réponse encore. Complètement. Parce qu'en fait, voilà, quand je suis arrivée j'ai fait une mission chez Maria, ils ont quand tu signes quelque chose et on parle de boom, et la première fois que tu entends j'ai boomé, bon, t'es pas sûr de toi, mais quand tu l'entends 2-3 fois et que c'est souvent l'équipe commerciale qui le dit, bon, bah, à un moment, tu comprends. Et je pense que j'aime bien, en fait, ce travail, cette gymnastique intellectuelle qui fait que je ne vais pas poser la question, je vais essayer de comprendre par moi-même, mais qui va un peu dans cette idée de, voilà, quand je dis le manager, ce n'est pas celui qui doit te trouver des réponses, des solutions à tes problèmes, c'est celui qui va t'accompagner vers le chemin de trouver toi-même la solution. C'est un peu ça. Quand j'arrive quelque part, je ne vais pas poser 1000 questions et je vais essayer de faire travailler mon cerveau. Ok. Merci beaucoup, Anaïs. Est-ce qu'il y a peut-être un truc qu'on n'aurait pas encore abordé que tu voudrais dire en conclu? Moi, oui, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, vraiment se poser les questions d'être. En fait, je pense que quand on va travailler, c'est une grosse partie de notre journée. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de monde, que j'ai managé, avec qui j'ai collaboré ou des clients. Et je réalise qu'en fait, on n'est pas forcément bon dans une boîte, mais qu'on peut être très bon dans une autre boîte. Et je pense que c'est savoir se poser les bonnes questions. Et quand on va travailler le matin un peu à reculons, c'est pas avoir peur de se dire, en fait, c'est pas grave si la boîte, elle me correspond pas. Je suis peut-être pas faite pour cette boîte, mais si je suis pas bon dans une boîte, ça veut pas dire que je suis pas bon généralement. Je pense qu'il faut vraiment écouter sa petite voix. Et pour moi, aller travailler, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, c'est savoir trouver le job dans lequel on va s'éclater et s'épanouir. Voilà. Merci beaucoup. J'avoue que j'aurais bien aimé que ce webinaire dure encore plus parce qu'on a ouvert plein de petites portes. Mais c'est trop intéressant et en vrai, je me suis noté plein de choses qu'on va vous mettre en forme correctement sous forme d'un mail et qu'on pourra vous envoyer assez rapidement. Il y en a certains, quand j'ai envoyé le sondage, il y a des personnes qui m'ont répondu et donc je sais qu'il y a des personnes qui vont bientôt prendre un poste de manager. Ça peut être super challengeant et à mon avis vous posez plein de questions. J'espère que ce webinaire vous a au moins un peu aidé. J'ai adoré les petits parallèles en tout cas avec mon expérience de danse. Je ne sais pas faire autrement. Non mais en fait c'est concret. C'est parlant. Dans les coulisses, on regarde les autres, etc. Parce que c'est assez bien illustré. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci Annabelle. Et puis s'il y a besoin, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez des questions, je suis disponible sur LinkedIn. En fait, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ouais, je vous mettrai aussi dans ce petit mail qu'on vous prépare le profil LinkedIn d'Anaïs. Comme ça, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser là, vous pourrez le faire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de post-déj et bon après-midi. À très vite pour un nouveau Lion Lunch. Au revoir.